Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour et bienvenue pour cette nouvelle conférence du séminaire international qui s'appelle Rythmologie au pluriel. Je voudrais rappeler qu'il est co-organisé par la MSH, l'UGA, le LRA et le LASUR à Lausanne. On a la chance d'accueillir aujourd'hui notre ami et chercheur Pascal Anfou, qui est architecte, chercheur associé au Cresson. C'est un des initiateurs de la notion notamment d'ambiance. C'est un chercheur du côté du sensible, qu'on pourrait dire proche de personnages comme Pierre Sansot, qui font partie de références aussi pour nous en rythmologie. Je le remercie pour sa présence aujourd'hui, pour son intervention sur le thème cadence, rythme et pulsation. Je rappelle le principe de ce séminaire. Donc, on a 1 heure d'exposé, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, on laisse largement le temps à notre invité d'exposer son travail. Et puis ensuite, on a 3/4 d'heure d'échange. Donc, vous pouvez échanger à partir du chat, où vous pourrez commencer à mettre en place vos questions ou vos remarques, ou bien en direct en levant la main. Voilà, je laisse la parole à Pascal, que je remercie une nouvelle fois. Et moi, je vous salue depuis la station Concordia de Toulouse, puisque je suis à l'école d'architecture avec des étudiants et des collègues, et qu'on n'a pas de chauffage. Voilà ce qui explique notre tenue. À toi, Pascal, on te remercie Bon, une nouvelle fois pour ta présence. merci beaucoup pour cette introduction, cette invitation. Vous n'avez pas de chauffage, mais moi j'ai la grippe. Hier, j'avais pas de voix, alors j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes aujourd'hui, mais je pense que ça va aller. Alors, comment démarrer cette chose? Peut-être en disant d'abord que voilà, ce que je vais vous soumettre est une espèce d'essai, de théorisation euh, sur cette notion de rythme et que cet essai me vient en fait de ma participation à ce séminaire qui n'est pas toujours systématique, mais qui quand même depuis 2 ou 3 ans fait l'objet d'interventions successives dans lesquelles, enfin, qui m'ont beaucoup fait méditer. Et beaucoup fait méditer, d'autant plus que les débuts de ma recherche personnelle portaient sur ces questions de temps, avec des travaux avec des chronobiologistes à l'époque, et sur la notion de donneur de temps, de synchroniseur, etc. Et donc, cette notion m'a toujours beaucoup intéressé en tant qu'architecte, urbaniste, et autant en tant que chercheur qu'en tant que praticien dans la pratique de projets même. Alors là, c'est un exercice un peu de style pour moi, de la formalisation d'une distinction entre les 3 mots que vous avez à l'écran, la cadence, le rythme et la pulsation, qui m'est venu un petit peu à mesure que des interventions différentes apparaissaient au cours de ce séminaire, avec des gens de disciplines extrêmement contrastées, et où il me semblait qu'il y avait une distinction intéressante à essayer d'établir dans une logique ternaire, qui est aussi une de mes attitudes personnelles très très forte, qui cherche à éviter de retomber d'une manière ou d'une autre sur des dualismes, à la fois en termes de conception, mais aussi en termes de pratique. Alors, il y aura 4 parties dans mon exposé: le prologue, une deuxième partie que j'ai intitulée la définition, vous voyez déjà venir, c'est que je vais essayer de définir chacune des notions, mais surtout de ne pas les définir en même temps. Petit paradoxe qui n'empêchera pas que on puisse construire une forme de modèle, mais de modèle qui précisément montre cette indéfinition des choses, avec des représentations de ce modèle qui seront différentes. Et puis, un quatrième, je vois qu'il y a un troisième bis peut-être, qui sont des ouvertures sur les usages possibles et à quoi sert ce type de réflexion qui, comme vous le verrez, reste à ce niveau-là théorique. Alors, je commence. Ça ne marche pas déjà, je n'arrive pas à
faire bouger mes trucs, donc je ne sais pas pourquoi, il faut que je clique, c'est autre chose. Je commence donc le prologue et l'introduction. Il faut vous dire aussi que quand Luc et Christian m'ont sollicité, mais Luc m'a dit dans un mail avec son art du message cursif, j'ai un sujet pour toi. Et puis deuxième message, ambiance et rythme. Alors voilà, je suis parti de là, quoi. Quelle relation établir entre les notions de rythme et d'ambiance? Quelle résonance instituer entre le champ neuf de la rythmologie et la théorie des ambiances, notamment telle que nous la développons dans le laboratoire Cresson, dont je suis aujourd'hui un des vieux papas à Grenoble. Et comment aborder la complexité d'une telle question, puisque vous sentez bien que, et du côté du rythme et du côté de l'ambiance, ce sont des notions ultra vastes, ultra complexes, qui impliquent des registres et des connotations extrêmement diverses. Donc pour cela, je suis parti de deux hypothèses. Une première hypothèse qui consiste à dire le rythme est un moteur de temporalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps sans rythme. Le rythme rend tangible ce que la notion de temps a de plus intangible. Il peut être lent ou rapide, il peut être fini ou infini, durable ou éphémère. Il en révèle l'existence au sens de exister, de sortir de soi-même. Littéralement, il donne le temps au sens majeur de cette expression, où il le fait exister, c'est-à-dire qu'il le donne à observer, mais il le donne aussi à vivre, ou bien il le donne à sentir. Deuxième hypothèse, homologue, comme vous allez le voir, l'ambiance. Eh bien, l'ambiance est fondatrice de spatialité. Il n'y a pas d'espace sans ambiance. L'ambiance rend tangible ce que la notion d'espace a de plus abstrait, ordinaire ou extraordinaire, confinée ou à l'inverse ouverte, immuable ou dynamique, elle en révèle l'abstraction. Littéralement, elle ne donne plus le temps, mais elle fait advenir l'espace au sens où elle le donne à analyser, à pratiquer ou à percevoir. Et à partir de là, eh bien, un corollaire qui consisterait à dire l'ambiance est à l'espace, ce que le rythme est au temps. L'une comme l'autre accompagne notre action, imprègne notre corps ou donne le ton à la situation, à moins que ce ne soit l'inverse. Par exemple, on va bien parler du rythme d'une façade, du rythme d'un tableau ou du rythme d'une composition. Et l'ambiance, à l'inverse, pourrait aussi être définie comme un certain grain du temps, comme un composite hybride qui croise des temporalités différentes. Une façon de s'installer dans la durée, de la tenir ou de s'en extraire. Et on peut penser là à, par exemple, la description de l'attaque d'un son, de sa tenue et de la chute d'un son, qui est peut-être un archétype un peu élémentaire d'une notion d'ambiance. Une ambiance, eh bien oui, nous la percevons de façon un peu impalpable et nous la percevons au moment où elle émerge. C'est-à-dire que son émergence, son attaque est très, très importante. Après, il faut qu'elle ait une certaine tenue, une certaine durée pour qu'elle puisse être identifiée. Et puis, elle a une façon de s'arrêter qui caractérise aussi les choses. Le son, sans l'attaque et la chute, le son n'a plus de matière, n'a plus de timbre et devient méconnaissable. On sait bien ça dans les travaux de synthèse du son. Alors, à partir de là, eh bien, il faut dire l'ambivalence de chacune de ces notions, ce que disent déjà les étymologies vraies ou fausses de chacun des termes. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, pour ce prologue, je repars d'un article ancien qui s'appelait La valse des ambiances, et dans lequel j'avais identifié à l'époque deux étymologies à la notion d'ambiance. Et j'étais persuadé que l'ambiance, c'était ambi, qui signifie les deux, qui est le ambi de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de l'ambidextre, etc. Et puis un beau jour, j'ai regardé l'étymologie et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le cas, et que l'étymologie vraie de ambiance, du mot ambiance, c'est amb-iré.
C'est-à-dire, en latin, autour, aller, aller autour. Ire, aller, amb, et c'est le amb et pas le ambi qui signifie autour. Autrement dit, tourner autour. Et ça m'a toujours amusé, intéressé. Je crois que j'aime autant l'étymologie fausse que l'étymologie vraie. Et la manière dont l'une renforce l'autre me paraît symptomatique et une belle manière de symboliser la notion d'ambiance. Et de l'autre côté, si on prend la question du rythme, eh bien, on s'aperçoit que le rythme, originellement, renvoie à la perception d'une proportion qui, au passage, on y reviendra sans doute, est aussi bien euh, spatiale que temporelle. C'est la notion moderne qui en fait quelque chose de strictement temporel. Et donc, ce rhythmos grec sous-entend en grec le rhoos, c'est-à-dire l'écoulement. Rein, le verbe correspondant en grec, signifie ce qui s'écoule, mais à propos de la voix, à propos de la phonée. Et donc, c'est l'écoulement de la voix, mais immédiatement et en même temps, on trouve le paradoxe de cette continuité de la voix qui coule, d'un écoulement qui, paradoxalement, est lié à la régularité d'événements qui, eux, sont discrets. Et donc, voilà, on trouve d'un côté comme de l'autre cette espèce d'ambivalence extrêmement forte qui les met en tension. D'où l'intention générale qui consiste à dire, bah, surtout ne cherchons pas à définir les choses de façon fermée et serrée, mais laissons-nous prendre au mot, allons l'amble et n'ayons d'autre ambition par la scansion de l'écoulement du discours, et c'est bien les rythmologies, rythmologos, que de tourner autour de deux notions qui tournent en rond. Alors la cadence, le rythme et la pulsation seront les trois moments de notre ritournelle au sens modal et fondateur que Deleuze et Guattari ont donné à ce terme, c'est-à-dire comme un mode conjoint, ce qu'ils expliquent sur la ritournelle, c'est un mode conjoint de temporalisation et de territorialisation. C'est une façon de pousser la chansonnette qui délimite un territoire. Et donc, il y a vraiment derrière cette idée de ritournelle ce double registre-là. Le connu, le vécu et le sensible seront et y apparaîtront comme trois lignes de fuite, pour nous, trois modalités d'ambiance, et la distanciation, trois lignes de fuite, la distanciation, l'incorporation et l'improvisation comme trois dynamiques d'interaction, ou pour nous, trois modalités de passage, dont l'activation conjointe pourrait faire passer le modèle de représentation de la notion de rythme qui va en résulter, du registre de l'analyse critique à celui de l'écologie du projet. Alors, j'aborde la deuxième partie de cet exposé sur cette ambition de définition indéfinie, d'indéfinition des trois modalités rythmiques que je vais essayer de caler. La cadence, en premier lieu, eh bien, nous fait entrer dans l'ordre de la mesure objective et comptable. Elle est un rythme constant, normé, mesuré et mesurable. La cadence, dit-on, bat la mesure. Elle est étymologiquement une chute. C'est la cadenza, le cadente, le cadere de l'italien ou du latin. Elle est conclusive, elle est inéluctable et elle tombe comme une sentence qu'on ne saurait remettre en cause. Elle s'impose, éternellement répétitive, et ça, c'est sa constante. Et ce que l'on mesure, c'est l'intervalle fixe. Donc, c'est du côté de cette normativité, du côté normé de l'intervalle fixe entre deux battements, le pas ou le tempo, et le nombre d'intervalles ou de coups à l'intérieur d'une durée de référence. Cette mesure sous-entend donc une technosphère qui, de l'horloge naturelle ou mécanique à l'horloge atomique, établit cette durée de référence et garantit l'objectivité de la mesure de son pas, c'est-à-dire l'isorythmie du monde,
pour reprendre un terme qu'avait proposé Henri Lefebvre, avec des degrés de précision qui sont toujours croissants. L'échappement en horlogerie qui permettait alternativement de libérer, de bloquer la chute du poids initial, et donc la caduta, et puis les oscillateurs mécaniques puis électroniques, régulateurs de pas de plus en plus fins et de plus en plus précis, le balancier d'abord, le pendule à une autre échelle, et puis le quartz, et dit toute l'histoire récente des oscillateurs électroniques à transition atomique au césium depuis les années 90-2000 et dernièrement à l'ytterbium qui a permis, semble-t-il, d'augmenter de je ne sais combien de puissance la précision et du pas de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le sujet maintenant du côté du vécu? Eh bien, cette mesure est une donnée extérieure. Elle relève de la logique analytique d'un observateur extérieur. C'est, dira alors un certain monsieur Citon, que nous avons entendu lors de ce séminaire, et où il avait proposé ce terme d'exorhythmie. Et c'est en quoi elle est un instrument déterministe qui exerce un certain pouvoir. Le pouvoir militaire, bien sûr, sur celui qu'elle met au pas, que ce soit un individu, une armée ou un peuple, mais le pouvoir économique aussi sur le rendement de l'entreprise ou de l'institution, le pouvoir d'imposition sur celui qui en est l'exécutant, l'ouvrier à la chaîne, l'employé à l'heure, mais aussi le danseur ou le musicien qui va suivre une partition. Vous voyez que j'essaie de couvrir des exemples dans des registres extrêmement différents, et chacun, dans son propre registre, rame à sa manière, en ce qu'il suit la cadence. Le sujet, il est littéralement assujetti. Et pourquoi? Bien parce qu'on ne peut pas précéder une cadence, on ne peut que la suivre, on ne peut que s'y adapter, éventuellement la perdre, mais c'est elle qui s'impose à nous et par principe, on ne peut pas la maîtriser. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est donnée précisément de l'extérieur par le maître du temps, sujet mythique et absolu, qu'il soit divin, donc c'est Dieu, à une époque, c'est la nature, ou bien c'est le cosmos, ou humain, et là c'est évidemment le tyran, le seigneur, ou le simple patron. D'un point de vue perceptif maintenant, et plutôt sensible, la cadence, en ce sens, étale et étalonne la durée qu'elle institue. Elle l'étale en stabilisant ses variations dans un espace de temps monotone, on pourrait dire monotonique peut-être. Elle l'étalonne en y battant une mesure invariable. Et sa fonction sensible ou perceptive est donc une fonction normative et structurante. C'est-à-dire que la cadence fonde la structure temporelle de l'être physique. Son mouvement est circulaire, il s'inscrit dans l'éternel retour du mouvement oscillatoire ou dans les cycles de l'étang. Et c'est bien ces cycles de l'étang, c'est bien ça qui va relever de l'ordre des synchroniseurs ou des donneurs de temps sociaux ou naturels. Hein, l'alternance du jour et de la nuit, c'est bien quelque chose auquel on est soumis, c'est une cadence entre guillemets naturelle, mais le rythme des prises alimentaires ou le rythme de travail ou le rythme métro, boulot, dodo, relève bien de l'ordre de la structuration temporelle de l'être sensible et de son quotidien ordinaire. Donc, ontologie implicite de la permanence. C'est quelque chose qui est stable, qui est récurrent, qui revient, dont on est absolument assuré, qui est totalement prévisible. Motif de la trame, figure du métronome, et je joue avec le mot en disant du maître aux normes, effet de répétition. Le rythme, en second lieu, eh bien, il nous fait entrer dans l'ordre du vivant, cette fois. Subjectif et comptable, mais comptable avec un N. C'est comptable au sens du racontable et radicalement non comptable au sens du compte COMPTE, au sens de la cadence, qui, elle, au contraire, compte et énumère le nombre de pas.
Il est un rythme que je qualifie ici de dynamique, régulé, modulé et modulable. Alors, euh, euh, pourquoi dynamique? Eh bien parce que le rythme, dit-on, s'attrape. On le prend ou on le reprend. Hein, on prend le rythme, on reprend le rythme. Pardon? Oui. Putain. C'est bon. Il désigne originairement la saisie immédiate et implicite d'une proportion. Donc ça, c'est la définition, l'étymologie du rythme, un rapport de similitude, de congruence ou de récurrence entre les variations ou les subtilités infinies d'un flux de matière, d'énergie ou d'information. Et ça, c'est du côté justement de la régulation. Et quant à ce que l'on module, eh bien, c'est précisément une certaine variabilité et un certain jeu entre les rythmes. Belle définition peut-être de la notion de biosphère, qui, de la régulation homéostatique d'un écosystème naturel à l'auto-organisation d'un écosystème humain, entretient la dynamique et l'alternance de moments de vie et garantit en quelque sorte l'oubli qui fait le rythme de celui qui les vit. Et je reprends là le deuxième terme de Lefebvre, le rythme qui me rend heureux. Et il me rend heureux dans la mesure où je l'oublie, justement. Celui qui le vit pleinement l'oublie. Être bien dans le rythme, c'est sans doute être synchronisé au sens de la chronobiologie, qui décrypte toutes sortes de synchroniseurs naturels ou humains qu'on a évoqués tout à l'heure, pour adapter les rythmes dits biologiques à ceux de la nature, du travail ou du mode de vie. Mais c'est aussi se l'approprier, aller le chercher, l'infléchir pour mieux s'y lever, s'y réfugier ou littéralement y être bien, eurythmie, et finalement l'incarner, mieux encore pour, pardon, l'incorporer corps et âme. On l'a dans la peau, cette expression en français qui est très forte, je l'ai dans la peau, ça veut dire vraiment que je l'ai incarné. Alors ça permet de passer maintenant à un côté plus vécu, du côté du sujet, où c'est cette fois une expérience pathique d'incorporation, c'est-à-dire une endorhythmie, selon le terme proposé par Yves Citon, euh, qui ne lui donne certes pas le pouvoir de le maîtriser, mais qui lui confère un pouvoir de négociation et d'appropriation. On va pouvoir régler des vitesses ou des durées de telle ou telle activité, par exemple dans le travail, dans le loisir, dans l'alimentation. On va desserrer un temps contraint dans un cadre professionnel par la négociation d'un temps de pause, par la négociation de l'alternance du présentiel et du distanciel, en nous proposant, en adoptant un peu de souplesse dans le budgetant du ménage, etc., etc. Des variations qualitatives dans des productions culturelles ou artistiques, de la même façon, on va infléchir, on va déformer ou distordre des formes rythmiques. Alors c'est vrai évidemment dans une formation musicale où je m'approprie un rythme, il y a une cadence, le métronome ou le maître, le chef d'orchestre dirige et donne en quelque sorte la cadence, mais il faut que je m'approprie la chose. Et c'est aussi vrai dans des équipes de design ou de projet. Il y a aussi des rythmes, il y a des délais, il y a des choses qui sont d'ordre contrainte et de l'ordre de la cadence contrainte, mais le projet ou l'équipe ne fonctionne qu'à partir du moment où chacun, le rythme a sa propre sauce en quelque sorte. Le rythme, en ce sens, ne donne plus la mesure externe d'un temps qui nous oblige à le suivre, mais celle interne d'un temps qui nous enveloppe, qui nous embarque ou qui nous imprègne au point de se faire oublier, de s'incarner et de devenir propre. Et alors, j'utilise ce terme de rythme propre avec cette dimension autoréférentielle. Le rythme, proprement, devient rythme, ce qui veut dire qu'il s'auto-entretient et qu'il s'auto-organise, qu'il reconduit le corps constitué de ses rythmes internes, mais sans aporie, parce qu'il a la capacité d'y incorporer des variations externes. Vous voyez que là, je ne suis pas loin des théories de l'auto-organisation sur la manière, justement, dont une autoréférence n'est pas un cercle vicieux, mais une manière d'intégrer
et d'internaliser en quelque sorte des perturbations qui introduisent du désordre dans la logique du système, mais qui, lorsque il parvient à l'incorporer, renforcent la fiabilité du système. On y reviendra. Le rythme, troisième registre, en ce sens propre, s'accorde à lui-même et à ses variations. Amplification, respiration, résilience, les variations qui l'animent sont aussi celles qui le stabilisent. Sa fonction est régulatrice et vitale. Le rythme, en ce sens, assure la vitalité de l'être vivant. Rythme biologique, dit-on, il est condition de vie au sens organique du terme, mais aussi au sens psychosociologique et pragmatique. C'est parce que je suis en acte et que je n'ai pas conscience des rythmes qui m'animent que je peux agir, penser ou imaginer. Son mouvement est linéaire, qui, dans l'oubli de la mort irrémédiable vers laquelle il conduit, c'est la logique, le principe de l'entropie, mène la vie sur les lignes du devenir. Il relève d'une ontologie implicite du devenir, donc motif de la marge, figure du danseur et effet de métabole. Je n'insiste pas sur ces choses-là, parce qu'à chaque fois, il faudrait 5 minutes pour expliquer d'où viennent ces termes-là, mais j'essaye de tramer et de construire une espèce de réseau de connotations qui se calent les unes par rapport aux autres. J'en arrive maintenant à la troisième notion que je propose, qui est celle de pulsation, qui, en troisième lieu, va nous faire basculer, cette fois-ci, dans l'ordre de la création, imprévisible et surprenante. Elle est un rythme que je qualifie ici d'inattendu, d'inventé, je veux dire pulsatile, impulsé ou expulsif, impulsif ou expulsif. Et il est comme donné par surcroît. La pulsation, étymologiquement, pousse. Hein, elle est pulsion, avec son côté impératif, secret, irrésistible, qui préfigure une action, donc un passage à l'acte ou un refoulement. Et ce qui est poussé, eh bien, c'est un fluide invisible, c'est une insensible pression, c'est un souffle, c'est une atmosphère. Celle-ci, par son caractère unique et non reproductible, par son ambivalence entre le perceptible et l'imperceptible, entre le déterminé et l'indéterminé, augmente la probabilité d'occurrence d'un tel instant de création, dont elle garantit en quelque sorte l'arythmie, troisième terme de Lefebvre, subtil, voire insensible, mais toujours radical. C'est que les conditions atmosphériques poussent, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que survienne un vortex imprévisible, un apex, un point de bascule ou de rupture. Alors pour le sujet, eh bien, la pulsation est cette fois-ci un instant critique. Et vous voyez, commencer à se constituer des logiques qui sont dans des registres totalement différents. Un instant critique, à la fois au sens où il met en crise les rythmes qui l'ont fait émerger, et au sens où elle oblige à rétablir une distance critique vis-à-vis de ces rythmes inaperçus. C'est que la pulsation ne vient ni de l'intérieur ni de l'extérieur, elle est une poussée autonome qui fait la synthèse surprenante entre des rythmes asynchrones, une synrythmie, va dire Yves Citron, qui fusionne des rythmes contemporains, certes, mais non synchrones. Point d'inflexion, point de bifurcation ou de condensation, changement de corps d'état, passage en mineur ou en majeur dans le monde musical, point de soulèvement, point de saturation ou de sublimation. C'est évidemment le monde physique, mais parfois ça sert de métaphore très très utile dans des observations de sciences sociales. On l'attend avec espoir. Et ce moment d'adéquation radicale surgit toujours comme par surprise. C'est radicalement adéquat ou radicalement inadéquat. On ne comprend pas immédiatement pourquoi, on ne se l'explique pas vraiment, mais cela surgit avec l'évidence de la surprise. Que les phénomènes décrits soient biologiques, sociaux ou esthétiques,
Le point de pulsation génère une mutation, libère une énergie et déploie une force de propagation sans pareil. Il est viral, elle est contagieuse et virulente. Tiens, on entend Dominique Boulier peut-être ici. Il redonne la mesure des choses, mais celle-ci n'est pas mesurable. Elle balise le temps, mais ses repères ne sont pas établis à l'avance. Elle est cardiaque, nous la dirons plutôt pulsatile. Et alors, pulsatile, j'ai regardé, ça existe tout à fait en français hein, comme adjectif, et j'adore ce mot-là parce que je suis un fan de l'anémone pulsatile qui, au printemps en montagne, fait des graines qui sont complètement échevelées et est une fleur extrêmement particulière et qui est pulsante, que l'on ressent comme telle. Donc le qualificatif qui existe bel et bien me paraît très, très heureux et me paraît dire qu'il ne s'agit pas d'un temps pulsé dont on analyserait a posteriori la pulsation, mais un temps pulsant de ce qui est en train de fournir cette énergie nouvelle. Et ceci nous fait basculer dans le registre sensible, où la pulsation se sent rend moins avec le passé, pardon, qu'elle n'ouvre sur l'avenir, ou sur le jadis de Pascal Quignard. Alors bon, je ne vais peut-être pas prendre ça, parce que ça ferait un aparté un peu long, mais il y a chez Pascal Quignard, donc écrivain, cette distinction entre le jadis et le passé, où il met derrière le jadis quelque chose qui est de l'ordre de la rupture de ce qui s'accumule, du silence, de l'obscurité, de la profondeur, alors qu'il met du côté du passé tout ce qui est du côté du mythique, du biographique, du légendaire. Et il y a derrière ce jadis quelque chose d'immuable qui est absolument utile et nécessaire pour penser le futur et, et le- et l'avenir. Donc, la fonction sensible de cette pulsation est cette fois créatrice et j'ai mis renouvelante, il faudrait des guillemets, mais la pulsation garantit l'émergence de nouveautés. Et ça, c'est très très important. Sa dynamique suspensive annule en quelque sorte le déroulement linéaire ou le déroulement cyclique des rythmes externes ou internes du quotidien pour faire surgir un point de non-retour. Elle relève cette fois d'une ontologie implicite du variant, de la mutation, de la variance, peut-être il faudrait dire, motif du punctum, selon Barthes, figure du geyser ou de l'inventeur. Je triche un peu avec la notion de figure lorsque je parle du geyser, mais l'image est vraiment l'image de la pulsation très très forte et effet d'irruption. Voilà, donc j'arrive maintenant à ma troisième partie. Vous voyez que j'ai calé ces trois registres de connotation avec trois définitions qui se constituent peu à peu à mesure que j'avance et que je fais récurrence, qui se confrontent, qui se différencient, qui se ressaisissent et qui finalement s'indéfinissent. Euh, Ce qui n'empêche pas que je puisse voir derrière cette trilogie une forme de modélisation dont on peut fournir maintenant rétrospectivement trois représentations graphiquement, une représentation matricielle, une représentation triangulaire et une représentation circulaire. Excusez-moi. J'espère que je tiens le coup avec la voix. La première, donc, une représentation matricielle. C'est celle que vous aviez sous les yeux, que vous avez vu se construire, que l'on peut simplifier, ou on pourrait retirer d'ailleurs les cases pour suggérer l'idée que ce mode de représentation-là est plus de l'ordre d'une cartographie, c'est-à-dire que c'est une façon de cartographier en quelque sorte les connotations qui sont convoquées au fil de la description, en les positionnant les unes par rapport aux autres dans un jeu de proximité, d'éloignement et d'homologie sémantique. La description narrative des trois modalités rythmiques, je viens de la décliner en colonnes, donc la cadence, le rythme et la pulsation. Mais eh bien, évidemment,
il devient possible de le parcourir en ligne et de remarquer à ce moment-là, en première ligne par exemple, que la connaissance des ambiances y apparaît non plus seulement comme la seule affaire de, de discipline, comment dire, physique, scientifique, qui soit capable de mesurer objectivement des rythmes cadencés, mais concerne tout autant et conjointement l'expérience vécue de rythmes propres, incorporés, ou celle sensible de rythmes pulsatiles, pulsés et pulsants à la fois, imprévisibles, inattendus et fondamentalement surprenants. De même, la dimension vécue d'une ambiance apparaît en deuxième ligne comme résultant de l'hybridation et du poids relatif entre, alors si je prends la ligne des rythmes, un rythme extérieur qui m'est donné et auquel je m'adapte, un rythme intérieur que, que littéralement je me suis approprié ou que je négocie, et puis un rythme nouveau, cette poussée autonome qui m'échappe par définition par son adéquation inédite et vitale. Quant à sa part sensible, en troisième ligne, eh bien, elle résulte de l'équilibre, par exemple, entre les fonctions normatives, les fonctions régulatrices et la fonction créatrice du rythme, que je ne cesse de croiser, que je ne cesse de percevoir comme une hybridation entre le cycle, la ligne et le point de non-retour, entre le mouvement circulaire, le mouvement linéaire et le mouvement de suspension. La représentation matricielle offre donc une représentation synchronique par laquelle on comprend que la cadence, le rythme et la pulsation sont en fait trois modalités conjointes du même rythme, trois manières de le connaître, de le vivre ou de le sentir, trois postures qui sans doute peuvent prendre des poids relatifs différents suivant les situations, mais qui par principe sont toujours coprésentes. Et c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce type de représentation-là, c'est qu'il oblige à penser les trois en même temps et à ne pas se contenter d'une seule des dimensions dans la représentation de la notion de rythme. Deuxième représentation, une représentation triangulaire ou ternaire, où là, on va positionner la cadence, le rythme et la pulsation pour inverser complètement les ordres et chercher moins les homologies comme dans le tableau, la matrice cartographique, que les différences entre les trois modalités rythmiques. C'est-à-dire que chacune peut être positionnée au sommet d'un triangle comme une polarité tierce par rapport aux deux autres, de sorte qu'elle ne se définit plus en soi, mais beaucoup plus de manière positive et autonome, mais presque uniquement dans et par sa différence par rapport aux deux autres. Davantage, il peut être défini comme le différent des deux autres. Moi, j'aime bien cette expression, et ça nous vient d'un ouvrage de Lyotard autrefois, et où il dit la différence, ce n'est pas la différence. Le différent, c'est ce qui existe entre deux instances qui ne peuvent pas, qui appartiennent à des logiques radicalement différentes et qui donc ne peuvent pas être, sont incomparables, sont incommensurables. C'est-à-dire exactement ici, comme ce que les deux autres instants ne permettent pas d'exprimer. Ainsi, le pulsatile est-il bien, d'un côté, le désordre du vivant, ce qui fait surgir l'instant, l'éclair, l'irruption, la surprise, ou plutôt ce qui le fait ressurgir dans sa différence au semblable, rituel et assimilé de mon rythme propre. Et donc, c'est ce que j'ai noté, ce processus de différenciation. Il y a un moment où tout à coup, il y a une rupture par différenciation, qui peut être progressive. Tout à coup, il y a un seuil qui fait que ça bascule et ça change complètement de registre. Mais il est aussi de l'autre côté, évidemment ici du côté de la cadence, le désordre de la mesure et du battement. Sans doute la pulsation est-elle répétitive. Une pulsation, on pense finalement à la métaphore de la pulsation cardiaque, c'est quelque chose qui revient, qui est régulier.
mais elle est non répétable. On ne peut pas remplacer un pouls par un autre. Et de la répétition cadentielle, elle ne garde que l'effet, qui n'est lui jamais répétitif. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette notion d'effet de répétition, que nous avons d'ailleurs développé sur le champ sonore, c'est le fait de ne pas se répéter, de se renouveler à chaque pulsation dans son unicité, de se redéfinir accidentellement dans sa propre définition, ce que j'ai appelé ici discrétisation. On pourrait discuter, mais c'est pour évoquer l'idée d'une différenciation radicale, au sens où elle introduit dans la continuité du battement d'une cadence une discontinuité, une faille, une rupture, un changement de niveau d'organisation. De la même façon, on pourrait dire du rythme propre que il échappe, voilà, il peut se définir comme échappant à la fois à la cadence et à à la pulsation, à la contrainte mécaniste de la mesure et du calcul d'un côté, en étant capable de l'assimiler pour en faire son propre rythme. Alors, c'est ce qu'on appelait appropriation tout à l'heure, j'ai appelé ça métabolisation, faire rentrer dans le métabolisme, incorporation, etc. On s'approprie la chose. Et puis, à la catastrophe libertaire, alors avec des guillemets, de l'imprévisible et de la rupture de l'autre, en étant capable de maintenir la régularité vivante et dynamique d'un métabolisme qui est régulateur. Bon, la fonction est de réguler les choses. La cadence lui offre donc une prise pour être métabolisée, la pulsation, un déséquilibre auquel résister pour renforcer sa résilience, d'où le terme de résiliation ici, et pour renforcer du coup la fiabilité du système et du milieu dans lequel je vis. Le rythme propre s'approprie la cadence et se fait oublier. Il exproprie la pulsation, pardon, en la rendant manifeste. Quant à la cadence, troisième logique et de représentation de ce système ternaire, eh bien, elle peut bien être restituée comme institution d'une référence normative et universelle entre les rythmes régulateurs de la vie qui ne s'en laissent pas compter avec un COMPTE, dans ce cas-là, et ceux créateurs de nouveautés qui peuvent la mettre en cause ou la mettre en défaut. Sa prévisibilité radicale, on l'a vu pour la cadence, la répétition, le ton, c'est parfaitement prévisible, ne prend de sens ici que par rapport à la relativité des premiers, qu'elle s'efforce de rendre absolue, d'où cette idée de comptabilisation, de numérisation, de calcul et de normalisation d'un pas qui est peut-être légèrement irrégulier dans un rythme propre, et à l'imprévisibilité des seconds, de la pulsation, eh bien, elle s'efforce de prédire ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis cette idée de programmation. La permanence de ces cycles ne prend de sens ici qu'au regard du devenir linéaire de la vie, du côté du rythme propre, et de la ponctualité de l'événement improbable du côté de la pulsation. Ce qui me permet voilà, d'arriver à ce schéma-là qui fait la synthèse des choses et qui montre bien du coup le double mouvement dans les alternances et les relations qu'on peut établir entre les trois termes, entre voilà, différenciation de la pulsation par rapport au rythme, mais résistance et résilience du rythme par rapport à la pulsation accidentelle, la discrétisation et au contraire la programmation, la comptabilisation ou au contraire l'assimilation par métabolisation. Et puis ces trois mouvements que je trouve peut-être assez intéressants entre le mouvement de la normalisation qui serait la tendance lorsque l'on institue un rythme cadencé, on essaie de normaliser les choses et ici on essaie de les réguler. J'aime bien cette différence entre la norme et la règle que j'utilise beaucoup en urbanisme en disant et en critiquant souvent du système normatif de réglementation. On dit réglementation. En fait, ce sont des systèmes normatifs dont on a bien besoin pour
toutes sortes de choses, mais pour définir des zones, pour définir des droits, des devoirs, etc. Mais je plaide aussi pour la mise en place de règles qui permettent de réguler. La norme normalise, et donc on arrive à des moyennes, mais on sait bien qu'il y a plein de situations réelles dans lesquelles on arrive à un résultat presque inverse de la raison pour laquelle la norme a été instituée. Et donc c'est important d'avoir un parallèle simultanément des règles qui permettent d'adapter justement et d'assouplir la norme en fonction d'une situation pour qu'elle remplisse bien le but et la raison pour laquelle elle a été construite. Et puis, il y a ce mouvement d'actualisation. Pulsation, je ne trouve pas de terme meilleur, mais je pense que c'est assez bien. En fait, la pulsation permet d'actualiser ou de réactualiser quelque chose qui s'actualise dans le temps. Et c'est pour ça que on est du côté des effets sensibles, des effets de création, alors que sur les deux autres registres, développe plutôt les notions de motif et de figure. Mais je dirais après. Ceci me permet de passer. Ah oui, une petite remarque sur la structure fractale de cette représentation-là. Vous avez sans doute remarqué que le terme rythme revient à deux niveaux d'organisation différents. D'une part, il se différencie par la cadence et la pulsation, mais un sous-titre, vous avez la cadence est définie comme un rythme cadencé, la pulsation comme un rythme pulsatil. Et le rythme lui-même comme un rythme rythmé. Et c'est bien la notion de rythme propre. Donc vous voyez que la notion elle-même est inclue à un certain niveau de représentation du modèle et il est exclu au niveau des inférieurs. Donc il articule toujours les trois dimensions par principe, mais il inclut la sienne propre. Donc changement de niveau d'organisation. Bon, c'est pas complètement euh, clair parce qu'il faudrait avoir plein d'exemples empiriques qui permettent de montrer comment est-ce que ça s'emboîte. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que cette représentation du modèle est faite. Et dernière représentation, ben, cette fois-ci, après le matriciel et le ternaire ou le triangulaire, la présentation circulaire d'une écologie, alors des rythmes et des ambiances, et où cette fois-ci, euh, on va s'intéresser moins aux modalités rythmiques en tant que telles, qui sont en vert ici, que au passage de l'une à l'autre et à leurs interactions, ou plus précisément à leurs relations. S'il y a interaction, on met plutôt l'idée de quelque chose qui est de l'ordre de la représentation systémique et technique. Et là, c'est plus large. C'est aussi en prenant en compte les dimensions justement sociales ou les dimensions sensibles. Et donc, vous voyez ici représenté rapidement les mouvements respectifs de synchronisation, désynchronisation, resynchronisation, bien de prise, de déprise, de reprise, Euh, ou bien de distanciation qui redonne la mesure des choses et euh, d'incorporation ou d'improvisation. Je vais y revenir, mais vous comprenez que si la cadence reste soutenable, eh bien, je vais avoir tendance à m'y synchroniser et à me l'approprier au point de l'incorporer, de l'oublier, comme on a dit, et d'être pris dans mon propre rythme. Et ça, c'est dans mon propre rythme, ça veut bien dire dans mon inconscience en même temps. C'est-à-dire, c'est ce qui va constituer ce que j'appelle parfois le milieu. Le milieu, pour moi, c'est tout ce dans quoi je suis enfoui, dont je n'ai pas conscience parce que je suis enfoui dedans, parce que je suis en acte, parce que je suis en train de parler, de faire quelque chose. Alors, on l'a développé notamment sur les aspects sonores, le milieu sonore. C'est tout ce que je n'entends pas, bien que le son arrive à mon oreille, puisqu'on dit souvent que l'ouïe n'a pas de paupières, on ne peut pas empêcher le son d'arriver à l'oreille. Il paraît que physiologiquement, on arrive à montrer le contraire maintenant, mais disons qu'on voit bien ce que ça veut dire. Je ne l'entends pas parce que je suis en acte, parce que je suis enfoui dedans. Et c'est une condition presque pour pouvoir
vivre et pour pouvoir agir et faire des choses. Donc il y a bien cette idée-là dans ce passage et ce mouvement d'incorporation d'une cadence dans le rythme propre. Si le rythme s'intensifie maintenant, eh bien, je peux insensiblement m'en désynchroniser, m'en trouver dépossédé, volontairement ou involontairement, devoir improviser ou lâcher prise au point d'y ressentir ou de générer une pulsation. Et la pulsation, ben, c'est une émergence de nouveauté. C'est un moment, alors là, où on est conscient, mais on n'est pas conscient. C'est-à-dire, on est mi-conscient, mi-inconscient. On est dans une espèce de pré-conscience. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir, mais on ne va pas se l'expliquer à ce niveau-là. Et celle-ci est une catastrophe, au sens neutre du terme, au sens la théorie des catastrophes, par exemple, qui peut être subtile, ou qui peut être radicale, qui peut être destructrice ou créatrice, impulsive, expulsive, en tout cas compulsive, mais qui m'oblige à ce moment-là, et c'est le troisième mouvement, à m'en redistancier, à reprendre pied et à resynchroniser ce rythme décalé à sa juste mesure, pourrait-on dire, c'est-à-dire à le recadencer, c'est-à-dire à réintroduire la perturbation dans le système métrique des choses. Et donc, voilà, ça donne un schéma un peu différent, qui est une structure cyclique, toujours indéfinie naturellement, mais qui substitue aux représentations conjointes et synchroniques des trois modalités que représentait la représentation matricielle, la représentation triangulaire, bien une représentation cette fois-ci diachronique et bouclée du passage de l'une à l'autre. Et ce schéma-là, ben, il raconte une histoire, donc il montre une temporalité linéaire qui revient toujours au même puisque la boucle se boucle et donc on croise une temporalité cyclique tout en différant d'elle-même à chaque pulsation nouvelle. Et là, ça renverrait à une temporalité soit du côté de l'entropie, soit du côté de l'évolution. En tout cas, un changement, d'une évolution, de quelque chose qui bouge. La boucle en trois dimensions, donc, serait une spirale. Il faut représenter un peu la pulsation comme s'il s'enfonçait, ou bien au contraire, elle venait vers vous. Et ce que je trouve intéressant dans ce mode de représentation-là, mais également dans les autres, eh bien, c'est évidemment une volonté d'être un peu transversale et de se permettre de se représenter aussi bien l'expérience sensible d'un concert. Alors, j'ai mis concert de jazz pour Olivier, évidemment, mais je pense que c'est de façon un peu plus générale. Mais dans le concert de jazz, on sent bien voilà, le métronome, la cadence qui est donnée, etc. Et puis les gens se mettent à trouver leur rythme propre. Et puis il y a un moment où ça pulse, où il y a quelque chose qui émerge. Et c'est le même phénomène que dans la montée d'une ambiance festive où il y a ces espèces de choses et de cycles. Et lorsqu'une pulsation est donnée, ben, elle va se réintroduire, se reboucler dans un changement d'ambiance, mais qui va se réintégrer dans une cadence. Et il va falloir refaire ce travail-là. Et en même temps, c'est des choses que j'ai pu repérer dans des exposés sur l'histoire de développement anthropologique ou phylogénétique, ou bien pour moi dans des descriptions, des façons de penser ou de pratiquer la conception en situation de projet architectural ou urbain. Alors je conclus avec quelques ouvertures. À quoi ça sert tout ça? C'est évidemment de la réflexion théorique. Comme je dis souvent, pour moi, il n'y a pas de science appliquée, mais il n'y a de science que impliquée. Donc pour moi, ces modèles théoriques, ces façons de raisonner sur les connotations, les dimensions sémantiques de notions que nous manipulons souvent de façon indifférenciée, ne sont pas applicables dans la pratique telle qu'elle. Par contre, elles modifient complètement nos façons de penser ou de pratiquer des choses qui peuvent être très, très complètes. Alors, je vois trois usages à ce modèle, en fait. Et les choses sont très brefs, là, maintenant. Un usage euh, euh, analytique,
Donc, je pense que ce modèle peut servir d'outil d'analyse de l'existant, où il oblige à se représenter la notion de rythme comme un équilibre dynamique et récursif, donc qui fait retour sur entre trois formes de temporalisation. Ou encore comme le jeu vivant des interactions, respectivement conscientes, on a vu pour la cadence inconsciente pour le rythme propre et préconsciente pour la pulsation, entre trois modalités dans l'ambiance que l'on peut tenir et que moi j'invite toujours à tenir pour incommensurable. C'est-à-dire pas compenser quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif et de la connaissance objective par un bon sentiment ou inversement. Mais que l'un des trois rythmes vienne à faiblir ou à prendre le pas sur les deux autres et l'écologie du système analysé n'est plus assurée. Donc un outil d'analyse. Mais à partir du moment où je dis ça, eh bien, je suis en train de passer à une deuxième type d'usage, qui est celle d'un outil critique, où il ne s'agit plus d'exhiber simplement les équilibres dynamiques qui existent, mais de révéler, de dénoncer, de repérer les déséquilibres patents ou latents qui menacent la rythmicité du monde. Voilà, dans tous les domaines, mais on voit bien globalement l'emprise toujours plus forte de la logique de la cadence et de son accélération, ce que racontait Dominique Boulier en particulier, sur les autres modalités. Petit profit incite, rentabilité oblige à plus grande échelle, et financiarisation mondiale désormais inflige. Mais on voit peut-être moins, dans le même temps, l'affaiblissement toujours grandissant, voire la captation systématique de l'attention qui est portée au rythme propre, personnel ou collectif. À l'économie de la rareté se substitue désormais une économie de l'attention, et ce sont des choses qui évidemment font partie des préoccupations de nombreux travaux aujourd'hui, et on l'aperçoit encore moins, peut-être, ou à peine, l'éradication presque systématique dont souffre, de mon point de vue, de plus en plus l'expérience sensible de la pulsation. Par son imprévisibilité, elle tombe souvent sous le joug de la terreur, de la morale, de la santé ou de l'insécurité, et est ramenée à un coût comptable que l'on est sommé d'évaluer et de compenser. Ceci renvoie évidemment à beaucoup de sujets d'actualité. Ce que le modèle permet, c'est une représentation critique de ces réductions comptables et de ces confusions sémantiques. Car la cadence n'est rien sans les rythmes propres, j'espère l'avoir montré, car la catastrophe pulsatile par essence est non prédictible. Elle est prévisible, sans doute, et même en certains cas d'ores et déjà bien visible, mais elle est absolument non prédictible. Nul ne saurait en disposer pour l'éviter. Elle est de l'ordre de ce que Hartmut Rosa appelle l'indisponible, et corrélativement de celui du désirable. Le désir, c'est bien ce qui est indisponible. Le temps qui reste, pour reprendre le titre d'un petit livre de Patrick Boucheron récent, ou d'une chanson de Serge Reggiani, ou d'une parole de Café du Commerce, eh bien, ce temps qui reste, le temps qui me reste à vivre, le temps qui nous reste à survivre dans une planète qui s'effondre, etc., eh bien, ce temps n'est pas comptable, littéralement. On ne peut pas le compter. On ne saurait nous mettre sous pression ou nous menacer, mais il est plein du sens que nous avons en charge de lui donner, durable et vivant, sans doute. Tiens, la cadence et le rythme propre, par les mille et une manières, suivant les situations, de le faire perdurer. Perdurer, c'est-à-dire de le cadencer, rythmer, pulser, les trois à la fois. Et je pense qu'il est très intéressant et important de penser ces trois rythmes simultanément. Et on peut alors en faire un outil de conception, ou qui ne consiste plus à annoncer ou dénoncer les déséquilibres en cours, mais à projeter et concevoir l'écologie de projets ambiants, c'est-à-dire un projet qui consiste à produire des ambiances comme un art d'équilibrer le poids respectif entre les trois modalités rythmiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réintroduire du propre et du pulsatile là où la cadence devient totalitaire, et c'est souvent le cas, de la permanence et du devenir
là où la variation incessante sème la terreur, de la distanciation et de l'improvisation, là où l'incorporation devient exclusive. L'ambivalence initiale que j'avais posée au début se retourne dans mon corollaire. C'est l'ambiance qui devient autant ce que le rythme pourrait être à l'espace. Agir sur l'espace, c'est donc agir sur le temps et réciproquement, composer avec les rythmes, c'est dessiner le territoire. La posture de projet ne consiste donc plus à aménager le temps, la logique de la programmation, ni à aménager ensuite l'espace, la logique de projetation, mais bien à ménager l'ambiance d'un espace-temps indissociable. Et de fait, on pourrait montrer qu'en changeant d'échelle, le projet d'architecture et d'architecture qui désormais, puisqu'on a changé d'échelle, fait intervenir cette notion de projet sur des échelles différentes. C'est l'architecture d'un bâtiment, mais c'est aussi l'architecture d'une ville ou l'architecture d'un territoire. Les Suisses ne parlent pas de paysagistes, mais d'architectes du paysage. Ça vient de l'allemand, mais cette notion d'architecture ne se cantonne pas seulement au bâtiment. Eh bien, on constate qu'elle est aujourd'hui de plus en plus conçue comme un processus dynamique qui doit donner forme ou redonner forme à des rythmes vivants avant peut-être de donner forme à des espaces physiques qui étaient pensés comme immuables ou comme des objets du territoire. Et donc, la dimension de la formalisation, la forme comme forme de rythme, comme forme temporelle qui va donner des formes spatiales, paraît très très importante. Et on pourrait aussi montrer que des notions projectuelles telles que celles de, de patrimoine, des notions un peu qui sont remises au goût du jour. On voit le patrimoine qui n'est plus seulement le patrimoine historique à protéger, etc., mais qui est le faire patrimoine, qui est qu'est-ce qu'on va léguer aux générations à venir, etc., dans tous les discours écologiques, etc. La notion de mobilité qui s'est substituée, ou c'est plus seulement des problèmes de transport au sens technique d'un certain mode de déplacement, mais bien d'articuler des mobilités différentes ou des notions d'écoute qui redeviennent très porteuses et importantes dans toutes les mouvances qui, dans nos disciplines du projet, plaident pour des approches citoyennes ou des approches dites participatives. Eh bien, parce qu'ils articulent respectivement valeurs historiques, valeurs d'usage et valeurs de renouvellement, motricité, mouvance et émotion, ou bien écoute environnementale, écoute médiale, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, ou écoute paysagère, eh bien, sont homologues et ressaisissent précisément l'écologie des trois rythmes que j'ai esquissés pendant cette petite heure. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. J'espère que vous m'entendez. Oui. Bon. Merci pour ce véritable feu d'artifice. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu apportes ici, cette capacité à la fois de synthèse, en t'inscrivant dans la réflexion que tu as engagée il y a des années sur les ambiances, en articulant avec le rythme, en faisant lien avec les interventions des uns et des autres dans le séminaire. C'est vraiment un gros travail. Je savais en t'interpellant de façon peut-être un peu lacunaire dans l'expression de la demande, je savais que je ne serais pas déçu. Vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai apprécié le passage de la question de la cadence à la pulsation. J'ai été intéressé par cette idée non pas de pulsation ou de temps pulsé, mais de temps pulsant sur les trois formes de temporalisation aussi, ou trois types de rythmes, mais j'ai compris que c'était des formes de temporalisation, comme la cadence, le rythme, la pulsation. J'avais, au fil de l'exposé, je me suis dit, de façon opérationnelle, qu'est-ce que ça va donner? Mais tu nous l'as déployé de façon magistrale autour de l'analyse, la critique et
et d'une certaine façon du projet, même de la conception, disons. Donc, voilà. J'ai aussi apprécié les représentations matricielles, triangulaires et circulaires. Donc là vraiment des éléments très intéressants. Euh, Aussi par rapport à ça, je me suis posé la question du dialogue. Tu as évoqué à un moment donné Armud Rosa. Je me suis posé la question du dialogue avec la notion de résonance voilà, qu'il évoque. J'avais lu une première fois son ouvrage sans trop l'apprécier, puis je l'ai relu récemment. C'est un gros document et je trouve il y a des articulations. On avait essayé comment dire, de dialoguer avec lui parce que son travail sur l'accélération nous intéressait sur les rythmes, mais entre résonance et rythme. Et je crois que tu proposes une piste qui me semble intéressante pour l'architecture du paysage, voire l'architecture des milieux. Enfin, ça, c'est moi qui complète parce que c'était les échanges qu'on avait ce matin avec nos étudiants dans le cadre d'un séminaire. Donc, ça me semble vraiment être des éléments très importants. Je voulais aussi, dernier point, c'est pour permettre aux collègues, je sais qui sont nombreux et qui ont envie d'intervenir. Je me posais la question quand tu parlais de temps pulsant. Mais ça renvoie aussi un peu à Armand Rosa et puis à ce qu'on avait essayé d'explorer autour d'Henri Maldinet, cette idée d'un ouvert. Tu as parlé d'exister au début de ton propos, mais cette idée d'un ouvert, c'est-à-dire du maintien d'un possible. Et en tout cas, si je traduis dans la question de la ville, plutôt peut-être que dans celle du territoire, c'est le maintien d'un ouvert et d'un possible pour la rencontre. Alors peut-être pour la conception, mais en tout cas pour la rencontre, quoi. Puis après, évidemment, même si tu as parlé de conception, quelle forme spatiale tout ça pourrait prendre? Si tant est qu'il y a une forme spatiale, ou en tout cas un agencement, ou quel chronotope, euh, de quel type de chronotope on pourrait avoir qui permettent ce que tu dis, un rythme. Et je termine là-dessus, en tout cas dans le questionnement. Tu as proposé une définition du rythme comme équilibre dynamique entre trois formes de temporalisation. Voilà, donc cet équilibre dynamique, est-ce que, il s'incarne comme un agencement équilibré dans tel type ou type enfin, dans tel type d'espace public, de territoire, de ville, de quartier. Enfin voilà, j'avais besoin, mais peut-être parce que j'essaie de m'approprier tout ce que tu nous as offert là. Alors, j'avais besoin de peut-être de le faire atterrir dans des choses qui sont pour nous dans l'urbanisme ou l'architecture très concret, quoi. Donc, quelle forme d'agencement? Voilà, c'est pas obligé de réagir tout de suite à tout ça, Pascal, mais je peux le faire, mais peut-être je vais laisser la parole aux collègues qui sont présents. Je pense à Olivier, je pense à Julieta aussi qui est en ligne. Je ne vois pas l'ensemble des personnes qui sont en ligne, mais euh, on était 28 ou 30 tout à l'heure, donc et je pense qu'il y a encore du monde. Effectivement, on a une question de David, à moins que Pascal veuille réagir d'abord. C'est comme vous voulez, quoi. Évidemment, il y a 10 000 pistes, mais brièvement, ben, Moutrosar à la résonance, oui, bien sûr, tout à fait. Et je pense que enfin, ce qui est très intéressant dans le développement qu'il fait de cette notion-là, moi aussi j'aurais besoin d'ailleurs de le relire, parce que je l'ai lu il y a 4 ou 5 ans, et je, il faut que je me remémore cela, mais ce qui me saisit beaucoup, c'est que ben, résonance, c'est un terme qui vient effectivement du sonore, quoi, du monde sonore. Et donc c'est un terme qui est inscrit dans le temps avant d'être inscrit dans l'espace. Donc, il y a toute une famille d'auteurs comme ça. J'ai cité Larry Tourneur de Deleuze et Guattari, qui est plus ancienne aussi, mais c'est des choses qui nous avaient marqué beaucoup à l'époque, parce que euh, il, il refondait les notions que l'on peut développer, soit théoriquement, soit pratiquement, lorsque l'on fait de la conception.
de l'espace sur une définition temporelle, quoi. Et ça va même jusqu'à la métrique des choses, puisque la définition du mètre étalon est devenue une longueur d'onde et une mesure temporelle, en fait, qui vient fonder les choses. Alors, voilà, je trouve que c'est une espèce de famille de travaux qui essayent de soit prendre des concepts dont le fondement est d'abord temporel pour dire ou parler ou réciter de l'espace. Voilà, alors sur les chronotopes, mais je vais pas trop développer, mais c'est vrai que dans mon petit tableau, j'ai pas voulu trop. Enfin, je peux pas tout dire, mais vous avez peut-être remarqué en bas de la matrice, là, ces trois registres du motif, de la figure et de l'effet, qui sont trois notions que nous avons développées, ou que moi j'ai développées de cette manière-là, en tout cas, dans nos travaux sur les ambiances, pour avoir des notions qui soient intermédiaires justement entre une certaine pratique et la théorie. Et donc le motif, pour moi, c'est très précisément euh, le double sens du mot. Le motif, c'est à la fois le motif au sens géométrique du terme. Donc ça va désigner un motif dans l'espace public, un motif architectural, un motif, donc une configuration spatiale, plus exactement. Et c'est la connotation du motif au sens du dessin. Mais en même temps, le motif, c'est la motivation. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette notion-là, c'est comment est-ce que si j'en fais une notion théorique, je peux m'obliger à nommer des choses qui sont des formes, c'est-à-dire qui se dessinent, qui se conçoivent en termes de conception dessinée, mais non pas comme une forme géométrique, mais en tant qu'elle génère ou qu'elle induit ou qu'elle augmente la probabilité pour que tel ou tel type de comportement y ait lieu. Si je prends le coin d'une table, eh bien, je ne fais pas un angle droit pour contourner la table. Et donc, le motif du coin de table ou le motif du coin, c'est autre chose que la forme géométrique de l'angle droit. Alors, voilà, du coup, là, j'ai mis la trame, la marge et le punctum. Mais évidemment, vous reconnaissez les trois grands principes d'une composition plastique. Il y a une dimension épipolique de surface, une dimension de ligne et une dimension de point. Mais le punctum, c'est le punctum de Roland Barthes, c'est-à-dire celui qui décrit dans La chambre claire de ce qui me pointe. Punctum, c'est le mot latin qui veut dire qui est le supin de pointer, et donc c'est le pointant. C'est pas le point, c'est ce qui me pointe. C'est-à-dire, c'est pas moi qui pose un point, c'est le point qui me capte et qui capte mon attention parce que dans la photographie de Cartier-Bresson, etc., où on voit un petit garçon avec... Ce qui me pointe, c'est le pigeon qui est dans le coin de l'image, etc. Et je pense que, voilà, dans la conception architecturale, tout concepteur, tout le monde raconte des expériences de ce type-là. Le point n'est pas un point au sens géométrique du terme, mais quelque chose qui va focaliser sur si le point n'est pas là, eh bien le projet s'écroule. Même chose avec les lignes, les surfaces, etc. Bon voilà, je m'arrête là pour chauffer la salle.